Allez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Il est 13h33. Bien sûr, d'autres vont se connecter au fur et à mesure. Donc, je vous propose de démarrer dès maintenant. Tout est changement, tout évolue, tout est en devenir. Non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Petite citation d'Épictète. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir avec BNP Paribas à ce premier webinaire consacré à la transition énergétique. Je suis Hervé Gouinry, responsable d'animation sur la région Sud-Est, accompagné de mon homologue de Nouvelle-Aquitaine, Hélène Rofrich, et de Monique Buntic, experte de l'AMO, l'Arval Mobility Observatory, notre intervenante du jour. Cette présentation va durer environ 25 minutes autour des thèmes du marché automobile, l'évolution de la fiscalité et des intentions d'achat des décideurs, ponctués du baromètre de l'AMO, donc l'Arval Mobility Observatory. Vous êtes nombreux à vous être connectés aujourd'hui et donc bien sûr merci de l'intérêt que vous portez à ce thème. Et donc pour des raisons d'organisation, vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat et nous y répondrons en fin de séance. Par ailleurs, un questionnaire de satisfaction vous sera adressé et un support PDF reprenant la présentation complète la semaine prochaine, un accès au replay. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Monique qui va se présenter et qui va dire deux mots sur l'AMO et ses missions. Monique, merci Hervé. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire. Je suis Monique Buntic, en charge du développement à l'Arval Mobility Observatory. Juste pour vous présenter succinctement, l'observatoire, nous fêterons l'année prochaine ses 20 ans. Il a été créé en 2002 sous l'impulsion de BNP Paribas et sa filiale Arval, avec aujourd'hui un statut d'association de loi 1901. Alors, nos missions principales sont celles d'observer, d'analyser les tendances de notre marché, de former, d'informer sur tous les sujets qui concernent le véhicule d'entreprise. Et plus largement, nous nous intéressons à tous les sujets de mobilité. Nous nous adressons aux décisionnaires, qu'ils soient privés ou publics, à tous les acteurs qui ont un rôle dans ces mobilités. Nous avons un site internet très fourni. Je vous invite à le consulter. Vous y trouverez de nombreuses informations qui sont régulièrement actualisées sur tous nos thèmes de prédilection. Nous publions 3 à 4 cahiers thématiques. Nous faisons des études. On réalise chaque année un baromètre des flottes, dont je vous livrerai d'ailleurs quelques résultats au cours de la présentation qui va suivre. Très bien. Merci beaucoup, Monique. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en dire un petit peu plus maintenant sur le marché automobile 2020? Alors, concernant le marché automobile, il n'a pas été épargné par la crise sanitaire. Elle a eu une incidence réelle sur ce secteur avec une baisse historique des immatriculations en 2020. C'est près d'un quart de moins par rapport à 2019. Il faut remonter au milieu des années 70 après le premier choc pétrolier pour trouver des chiffres aussi bas. Malgré tout, les Français ont été nombreux à profiter des différentes aides de l'État pour changer de véhicule et s'orienter vers des véhicules moins polluants, grâce notamment à la prime à la conversion et la reconduction du bonus écologique. Le slide qui suit concerne le marché que nous suivons aussi de près à l'Observatoire, celui des professionnels, tout comme pour le marché global. Sous l'effet de la crise sanitaire et des 2 confinements, le bilan est mitigé pour le marché des véhicules d'entreprise, puisqu'il accuse aussi un repli de 16,5%. Toutefois, on peut dire que le segment a mieux résisté que le marché global. C'est plus de 7 points de mieux. Quelques éléments peut-être qui méritent d'être mis en exergue côté énergie. Les motorisations dites alternatives continuent de faire la course en tête. On a observé un fort engouement pour les modèles hybrides et aussi pour les électriques. Il s'illustre par une hausse significative. On le voit dans les courbes en bas à droite qui montrent le mix énergétique par trimestre. On note surtout que l'énergie diesel continue de s'éroder. C'est un phénomène que l'on observe depuis 2015 maintenant avec le Dieselgate. Et même l'essence, qui avait pourtant connu un pic en 2019,
a perdu des parts de marché sur 2020. Sur le slide suivant, on va voir comment se répartissent les immatriculations des véhicules neufs entre, d'une part, les ménages et les professionnels. Donc, les deux courbes que vous voyez représentent les immatriculations réalisées donc, par les ménages, c'est la courbe violette, et celle des professionnels en bleu. On voit qu'elles se sont rejointes en 2015 et en 2020. Les ventes de véhicules aux ménages ne représentaient plus que 47% des immatriculations. Donc, ce graphe, c'est pour vous montrer que ce marché des professionnels tire l'ensemble du marché vers le haut et que vous, les professionnels, êtes devenus stratégiques pour les constructeurs. Ça fait déjà quelques années qu'ils ont d'ailleurs mis en place des cellules dédiées en proposant notamment des remises et des gammes spécifiques qu'on appelle communément les gammes business, qui intègrent un certain nombre d'équipements indispensables. Après avoir fait ce petit tour d'horizon sur les immatriculations par segment, par énergie, par catégorie de clientèle, eh bien, regardons de plus près quels sont les modèles de véhicules les plus plébiscités par les professionnels. Vous avez là, sur ce tableau, le palmarès qui comporte les 10 modèles de véhicules les plus immatriculés en entreprise, tous segments confondus, et par énergie. On voit que ce sont les constructeurs tricolores qui dominent le marché entreprise, tous segments confondus donc. Et à noter qu'il y a 3 modèles essence qui apparaissent dans ce classement. Pour information, vous ne les voyez pas ici, mais le premier véhicule électrique qui arrive pas très loin derrière se place à la 13e position. Et, il s'agit de la Renault Zoé. Alors, je vous propose dans le slide suivant de regarder à présent l'évolution des émissions de CO2. Que ce soit pour le marché global ou pour celui des entreprises, on observe une baisse drastique des émissions de CO2. On suit à l'observatoire cette évolution depuis, vous le voyez, 2007. C'est moins 34% pour s'établir vous voyez, à 96 grammes pour les entreprises. Et le marché global, enfin, ils se sont suivis de près en 2020. Alors, pour rappel, les constructeurs doivent atteindre cette année l'objectif qui a été mis en place par Bruxelles de 95 grammes par kilomètre en moyenne. Ils ont donc une forte pression, ils sont contraints d'inciter à pousser les ventes de véhicules moins émetteurs de CO2 pour respecter les normes européennes sous peine de lourdes amendes. Ce qui explique aussi que les voitures hybrides et électriques sont devenues les stars des showrooms dans les concessions automobiles. Parfait. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, le marché entreprise résiste mieux que le marché automobile global. La transition énergétique est amorcée avec une hausse de l'hybride et de l'électrique, alors que le diesel et l'essence sont, eux, en repli. Du coup, Monique, que peux-tu nous dire du marché du financement en location longue durée? Oui, pour terminer sur les statistiques des immatriculations de l'année écoulée, on ne peut en effet pas faire un bilan complet sans parler du marché des loueurs longue durée. Et je dirais quelques mots aussi du marché secondaire, qui, vous le verrez, est celui qui a le mieux résisté de tous les segments. Et pour ce qui est de la LLD, retenez qu'elle a aussi mieux résisté que le marché global, même si elle accuse un repli, on le voit ici, de 17,4%. C'est plus de 6 points de mieux que le marché global. On a même observé une légère progression sur le T3. Du côté des motorisations, les diesels sont passés nettement sous la barre des 60%, l'essence aussi qui a reculé. En revanche, on a eu une accélération de la croissance sur les énergies alternatives, portée par les hybrides rechargeables et les électriques qui réalisent 10 points de mieux que l'année précédente sur la même période. Pour ce qui est des intentions de recourir à la LLD, selon notre baromètre des flottes de 2020, 50% des décisionnaires ont l'intention de faire davantage appel à la LLD dans les 3 prochaines années, alors qu'il n'était que 44% à s'exprimer dans ce sens en 2019. Les entreprises montrent clairement un grand intérêt pour ce mode de financement. La flexibilité, la souplesse de la LLD a démontré d'ailleurs et démontre encore toute sa pertinence durant cette crise. Et donc, je terminerai ce bilan chiffré dans le slide qui va suivre par les résultats du marché secondaire. Le marché de la seconde main, qui est donc le marché qui a le mieux résisté, ça a été l'un des enseignements de la fin d'année 2020,
un marché qui régresse de seulement, si on peut dire, 3,8%. D'ailleurs, quand on regarde le graphe, on a une reprise en V. Après le premier déconfinement, il n'y a que sur la fin de l'année que ça avait un peu décliné. C'est un marché en pleine mutation qui se concentre, qui se structure, devient de plus en plus concurrentiel, avec un parcours client qui s'est fortement digitalisé. Et on note aussi le rajeunissement des véhicules vendus du fait de la prime à la conversion. Plus largement, cette crise sanitaire a révélé un retour de la recherche d'une mobilité individuelle au détriment des solutions de transport en commun. Sur le slide suivant, je vous propose de revenir sur un fait marquant de 2020, le plan de soutien du gouvernement pour accompagner la filière automobile. Et comme vous l'avez probablement vu, la transition écologique est au cœur de ce plan. C'est plus de 8 milliards d'euros d'aide, d'investissement, de prêts prévus pour soutenir la filière, pour la rendre plus verte, plus compétitive. Une aide qui doit couvrir 3 directions ambitieuses. Vous voyez là, les 3 objectifs. La première direction, c'est le renouvellement du parc automobile français en faveur des véhicules moins polluants par des bonus et la prime à la conversion. Donc l'incitation au verdissement reste un axe majeur de la politique gouvernementale, un bon accélérateur pour opérer une transition vers des véhicules plus écologiques. La seconde direction, c'est de l'investissement, de l'innovation pour produire les véhicules de demain et le déploiement nécessaire de toutes les infrastructures de recharge également. Le troisième objectif, qui est le soutien aux entreprises en difficulté et la protection de leurs employés, bien sûr. La filière automobile, pour votre information, en France représente aujourd'hui plus de 140 000 entreprises pour 800 000 salariés sur notre territoire. Slide suivant, sur la mobilité des Français. Comment a-t-elle repris? Globalement, la mobilité dans les grandes villes a baissé, c'est un fait, et reste inférieure à la situation pré-crise sanitaire, ce qui n'est pas le cas dans les territoires ruraux où on est revenu à une situation quasi normale. On constate que l'usage de la voiture se régule avec la hausse du trafic dans les grandes agglomérations. La marche, le vélo ont connu une forte augmentation, même si ça concerne surtout les centres urbains. Il y a d'ailleurs un objectif, sachez-le, de 9% de part modale du vélo d'ici 2024 au plan national. La fréquentation des transports publics qui avait plongé est en train lentement de se reconstituer. Et aussi toutes les mesures qui ont été mises en place pour limiter les déplacements professionnels dans la semaine, avec notamment la mise en œuvre du télétravail. Voyons à présent, est-ce que la voiture va garder toute sa place? D'après une étude de Doxa, la voiture n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction. Elle est toujours autant plébiscitée par les Français, reste le principal moyen de déplacement. Il y a près d'un Français sur 2 qui dit l'utiliser au quotidien. Alors, hormis la marche, il y a aucun autre mode de transport qui rivalise avec la voiture. Si on résume, la voiture reste un élément phare du transport, en dépit parfois de politiques clairement anti-voiture. Mais l'automobile va devoir évoluer. On ne parle plus uniquement de véhicules, d'ailleurs, mais de mobilité, avec notamment l'exemple du covoiturage qui s'affirme comme une nouvelle forme de transport. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler, pour inciter au covoiturage et réduire ce qu'on appelle l'autosolisme, d'une première voie qui a été dédiée en 2020 sur une autoroute dans l'agglomération grenobloise. Voilà, vous avez quelques illustrations sur ce slide. Merci Monique pour ces éclairages. On a vu que le besoin de se déplacer était immuable. Malgré les circonstances, les transformations sont importantes et les questions sur les solutions de mobilité peuvent se poser. Alors, quelles sont les évolutions en termes d'énergie et de mobilité au sens large? Eh bien, dans l'édition 2020 de notre baromètre des flottes, réalisé avec l'Institut de sondage Kantar, pour ce qui est des nouvelles énergies, les résultats nous montrent clairement l'appétence des entreprises pour les technologies alternatives. On le perçoit sur ce graphe. Si on va dans le détail, l'hybride rechargeable et non rechargeable affiche des potentiels presque similaires, et surtout l'hybride rechargeable d'ailleurs, avec 37% des entreprises qui sont déjà équipées ou qui ont l'intention de s'équiper à 3 ans
contre, vous voyez, 29% en 2019. Et même constat sur l'électrique, avec 35% qui déclarent être déjà équipés ou qui prévoient de le déployer d'ici 3 ans. Alors, le slide d'après, qui peut aussi vous intéresser, nous donne le résultat, c'est les entreprises en fait interrogées de moins de 10 salariés. Sur ce focus, même si c'est dans des moindres proportions, vous voyez, c'est sur la partie gauche des histogrammes, c'est encore les hybrides et les électriques qui ont le plus de potentiel. Alors, slide suivant, sur cette fois-ci, les perspectives des solutions alternatives de mobilité. On a une entreprise sur 4 autorise les solutions de mobilité dans sa politique automobile, des solutions tournées principalement quand même vers le covoiturage, les transports publics, respectivement, on le voit 30 et 31%, et la LMD, donc la location moyenne durée, qui arrive en 3e position en France en termes de solutions déjà mises en place. Si on regarde à présent les solutions alternatives au potentiel de développement le plus élevé, ce sont les applications permettant de réserver des solutions de mobilité et l'autopartage en entreprise. Toutes deux ont un potentiel d'adoption à 3 ans qui est équivalent. Alors, sur le graphe suivant, vous trouverez les résultats des entreprises de 1 à 99 salariés. On retrouve dans le tiercé de tête les solutions de covoiturage, des transports publics et de la location moyenne durée qui ont déjà été mises en place ou qui sont prévues d'ici 3 ans. Et pour information, on vous a mis dans le slide qui suit la définition de toutes ces solutions alternatives. Sachant que nous sommes en début d'année, Monique, est-ce que tu peux nous donner des éclairages, nous dire un petit peu comment s'articule la nouvelle loi de finances? Oui, lorsqu'on est une entreprise, allant du simple artisan à la société ayant une importante flotte, on s'intéresse souvent au coût de possession de ces véhicules, sans forcément s'attarder sur la fiscalité qui représente pourtant le poste le plus élevé après celui de la dépréciation. En tout cas, on va le voir immédiatement, il y a des dispositifs fiscaux avantageux et donc des opportunités à saisir pour les professionnels qui veulent se doter de véhicules plus écologiques. L'an dernier, la fiscalité des véhicules avait déjà fait l'objet d'une importante réforme, laquelle se poursuit cette année dans la loi de finances 2021. Vous avez ici la liste de ce qui change pour la fiscalité des véhicules d'entreprise. Je vous propose d'aborder principalement les aménagements qui ont été apportés sur les malus et bonus écologiques et de faire un point succinct sur la TVS. Et dans les autres mesures fiscales, on s'arrêtera sur les montants d'amortissement des véhicules. Sachez que vous aurez en annexe l'ensemble des grilles, des nouveaux barèmes détaillés, y compris tout ce qui est récupération de la TVA sur l'essence à hauteur de 80% cette année, et tous les éléments sur la prime à la conversion. On a, comme on s'y attendait, un alourdissement du malus écologique avec un nouveau barème qui est plus sévère en 2021, puisque le malus débute à 133 grammes contre 138 en 2020 et qu'il est prévu un durcissement progressif sur 3 ans, avec un abaissement de 5 grammes par an. Le montant maximal est passé cette année à 30 000 € pour les modèles qui émettent plus de 218 grammes, c'était 213 en 2020. En revanche, pas de changement pour le montant minimal, qui reste à 50 € pour les 133 grammes donc, et il s'élèvera d'abord à 40 000 € en 2022, puis jusqu'à 50 000 € en 2023 pour les plus de 225 grammes. Alors, on peut en parler dès maintenant puisque ça a été voté. Une nouvelle taxe entrera en vigueur en janvier 2022. Il s'agira d'un malus supplémentaire, cette fois-ci lié au poids du véhicule. Dès 1800 kilos seront taxés à hauteur de 10 € par kilogramme supplémentaire. Avec toutefois donc des abattements qui ont été prévus. Les véhicules électriques et les hybrides rechargeables, les hydrogènes, ne seront pas concernés par ce nouveau malus au poids. Sur le slide suivant, qui concerne la baisse du bonus écologique, on va avoir une diminution progressive du bonus écologique à partir du 1er juillet 2021, puis le bonus sera encore raboté le 1er janvier 2022. Vous
Ce que vous devez retenir, c'est une baisse de 1 000 € par rapport au barème qui est actuellement en vigueur. Et tous ces barèmes seront réduits de nouveau de 1 000 € au 1er janvier 2022. À noter que pour les hybrides rechargeables, le bonus chutera à 1 000 € là, au 1er juillet et ils seront complètement exclus du dispositif en janvier l'année prochaine. Je voulais aborder les changements liés à la TVS sur le slide suivant. Le nouveau barème, donc la TVS, a aussi fait l'objet d'aménagements, en tout cas pour ce qui est de sa première composante, celle qui repose sur les émissions de CO2. La deuxième composante reste inchangée. Là, ce que vous devez retenir, c'est que la nouvelle grille est plus souple, plus avantageuse pour les professionnels. Le barème de la TVS repose maintenant sur un tarif appliqué de façon linéaire selon le niveau d'émission de CO2 du véhicule. Donc, le précédent système par tranche a été abandonné. Il y a toujours des exonérations pour les véhicules les moins émetteurs de CO2 qu'on va voir dans le slide suivant. Les exonérations, là, en résumé, vous avez les véhicules qui relèvent de l'ancien dispositif d'immatriculation, ceux immatriculés avant mars 2020, et les véhicules qui relèvent du nouveau dispositif d'immatriculation à partir de mars 2020. Si on prend ces derniers, il y a une exonération de 12 trimestres pour les véhicules éligibles, ici mentionnés, qui émettent 120 grammes et moins, et une exonération définitive pour ceux qui émettent 50 grammes et moins. Et enfin, dans le slide suivant, un dernier point sur les AND, les amortissements non déductibles. Dans ce tableau, vous voyez les plafonds de déductibilité fiscale qui vont de 9 900 € pour les véhicules qui émettent plus de 160 grammes jusqu'à 30 000 € pour ceux qui émettent moins de 20 grammes. Là, on est d'accord, ça concerne essentiellement les véhicules électriques. Et il est possible également d'amortir la batterie d'un véhicule électrique si ça fait l'objet d'une facturation à part. Ce dispositif qui a été revu est là nettement en faveur des véhicules propres. Merci pour ces précisions, Monique, sur la nouvelle loi de finances. Alors, on l'a compris, hein, baisse du bonus, malus écologique plus sévère, TVS plus favorable aux entreprises, prime à la conversion, TVA déductible à 80% sur l'essence. Alors, tout ça fait partie intégrante de la nouvelle fiscalité en 2021. Mais si vous permettez, on va revenir un peu en arrière. Peut-être que vous vous en rappelez, fin 2019 a été adoptée une loi importante pour les entreprises en matière de transition énergétique. C'est ce qu'on appelle la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Monique ? Par cette loi d'orientation des mobilités qu'on appelle la LOM, parce que là encore, ce qui est prévu au travers de cette loi, c'est d'accélérer la transition énergétique des entreprises en imposant par exemple des quotas de véhicules propres lors des renouvellements de véhicules, on va le voir. Mais l'essentiel à retenir, il faut prendre cette loi comme une véritable boîte à outils de la mobilité. Elle a pour objectif principal d'apporter des solutions de déplacement à tous, dans tous les territoires, et accélérer, tout en l'encadrant, hein, la croissance des nouvelles mobilités. Il y a des mesures qui concernent plus directement les entreprises pour les inciter à encourager chez leurs salariés l'usage de modes de transport compatibles avec les nouveaux enjeux écologiques pour leur déplacement domicile-travail ou leur déplacement professionnel. Prenons parmi ces mesures la mise en place des zones à faibles émissions, qui constitue l'un des principaux apports de la loi d'orientation des mobilités. Une ZFE, rebaptisée il y a peu ZFM pour mobilité. C'est un périmètre dans lequel les véhicules anciens et polluants ont l'interdiction de rouler et de stationner, sachant qu'il y a plus de 200 villes en Europe qui ont adopté une démarche similaire. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'air et donc la santé des habitants. Pour classer les véhicules des moins polluants aux plus polluants, on utilise une vignette critère qui évalue entre 0 et 5 le niveau de pollution. Il y a plusieurs éléments, bien sûr, qui sont pris en compte, dont l'ancienneté, le carburant, etc. 0 signifie que le véhicule est très propre, véhicule électrique. 5, qu'il est très polluant. Et ce certificat qualité de l'air, c'est cet autocollant rond qui doit être apposé sur le pare-brise, est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions mobilité des territoires où cela a été instauré. Pour votre information, je vous l'ai indiqué dans le renvoi en bas de page,
la métropole Aix-Marseille-Provence s'est engagée pour la qualité de l'air et va organiser cette année, mettre en œuvre une ZFE. Vous avez d'autres mesures qui suivent dans le slide suivant pour favoriser l'usage du vélo, du covoiturage et du télétravail, qui s'impose actuellement hein, en raison de la crise sanitaire. Mais sinon, il est question au travers de cette mesure d'encourager une réduction des déplacements. C'est le concept on parle des mobilités. Et je terminerai ce focus sur la loi d'orientation de la mobilité avec le forfait mobilité durable, c'est le FMD. C'est aussi une des mesures phares de cette loi, toujours dans l'esprit de promouvoir des moyens de transport plus écologiques. La LOM a instauré donc un forfait mobilité durable qui offre aux employeurs la possibilité d'attribuer une indemnité allant jusqu'à 500 € par an par salarié. C'est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour les salariés qui vont privilégier les modes dits à mobilité douce pour effectuer leur trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Voilà les éléments principaux que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci Monique pour cette présentation. Alors, je vois que notre présentation arrive à son terme, mais je vois qu'un certain nombre de questions nous ont été posées. Alors, on s'était engagé à maintenir 30 minutes et voilà, on arrive au bout, mais si vous le permettez, on va prendre encore 2-3 minutes pour répondre à ces questions. Alors, j'en vois deux qu'on peut regrouper en une seule. Alors, je vous la livre et puis Monique y répondra. Quel véhicule choisir? Électrique, hybride, thermique? C'est compliqué au regard de la fiscalité, des consommations, des autonomies, des bornes de recharge, etc. Ça, c'est une première partie. La deuxième qui peut être associée, c'est je loue actuellement des véhicules diesel et justement, au regard de l'évolution du marché, de la fiscalité et de l'utilisation, est-ce que je dois continuer? Oui, très bien. Mais merci. Ben, merci. Effectivement, tu as raison, on peut les regrouper, ces deux questions. Dans ma réponse, ben, actuellement, le choix de la motorisation se pose de plus en plus dans les entreprises lors des renouvellements des véhicules. La question qu'on doit se poser, c'est pour quel usage ai-je besoin de mon véhicule? Parce que le thermique peut garder son intérêt dans certains cas. Un véhicule diesel reste très sobre en matière de consommation et pour un usage principalement sur autoroute, pour des gros rouleurs, ça reste pertinent. À l'Observatoire, on a souvent dit que le diesel n'était pas adapté en ville pour des petits trajets et vous le voyez encore plus avec les nombreuses villes qui vont bannir complètement cette motorisation dès 2024, par exemple dans la capitale. Donc voilà, il faut l'avoir en tête. Pour ce qui est des véhicules hybrides, des hybrides rechargeables, des électriques, ils ont toute leur pertinence pour des usages urbains, périurbains. Et avec, on vient de le voir hein, au travers des différentes aides, tous les avantages fiscaux liés, hein, qui sont vraiment très importants, rendent ces énergies de plus en plus compétitives. Après, dans les solutions de mobilité, tout à l'heure, on a évoqué, par exemple, l'autopartage. La voiture électrique a tous les atouts pour contribuer à l'émergence de l'autopartage et plus largement des services de mobilité partagée. Voilà, donc vraiment, quelle énergie, pour quel usage? C'est vraiment ce que vous devez retenir. Très bien, merci. Et puis j'ai une petite dernière question qui est alors pratico-pratique. Si j'ai besoin d'avoir des informations, des conseils pour justement choisir un modèle, une marque, comment procéder? Alors c'est moi qui vais y répondre pour le coup. Alors c'est vrai qu'Arval peut en effet vous aider dans le choix du véhicule en fonction de votre besoin, en fonction de la fiscalité, comme l'a évoqué Monique tout à l'heure dans sa présentation. Alors là, il suffit d'en parler à votre chargé d'affaires, donc BNP Paribas. Alors de préférence 6 mois avant la fin de soit du renouvellement, soit du besoin de livraison du véhicule. Et puis, donc, votre chargé d'affaires nous fera une demande de contact et sous 24-48 heures, nous vous rappellerons, Arval vous rappellera pour fixer un rendez-vous et puis effectivement échanger sur votre projet. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation. Sachez simplement que donc, Arval s'inscrit totalement dans cette démarche de transition énergétique
en proposant toutes les marques, tous les modèles au catalogue, effectivement tous les modèles qu'on a évoqués tout à l'heure. Et on est bien sûr force de proposition pour vous accompagner, pour proposer des alternatives en fonction des opportunités du moment, des opérations commerciales, et tout simplement profiter également de la puissance d'achat d'Arval, qui commande 80-90 000 véhicules par an, sans parler bien évidemment de tout ce qui est associé, et notamment tous les services qui font partie intégrante du coût d'usage du véhicule. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail, on y reviendra bien sûr individuellement si vous le souhaitez. Merci Hervé, merci Monique. Donc collégialement, nous vous remercions bien sûr de votre disponibilité et de l'intérêt que vous avez porté à ce premier webinaire sur la transition énergétique. Comme le disait très justement Hervé, nous sommes conscients qu'il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire encore, notamment sur Arval et les solutions proposées. Faut-il louer ou acheter son véhicule? Mais tout cela est un thème à part entière et fera sans doute l'objet de notre présentation. En tout cas, si vous avez encore une fois d'autres questions sur le thème du jour, la LLD, vos projets d'acquisition, nous vous invitons à vous rapprocher de votre chargé d'affaires BNP Paribas et nous reviendrons ensemble vers vous pour y répondre. On vous souhaite un excellent après-midi et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.